Pascal Reinhardt et Mathilde Guilloux, bonjour. Vous venez de mener un atelier sur la dimension culturelle des transformations. Qu'est-ce qui en ressort? Y a-t-il un coaching des organisations à la française? Oui, on a fait un atelier de 35 personnes pendant 1h30, dans lequel, après un petit temps d'exposé de la part de Mathilde Guilloux et de ma part, on a ensuite proposé aux gens de discuter sur des questions et il a émergé un certain nombre de résultats. La réponse était oui, il y a une spécificité française. Probablement, est-ce que c'était aussi dû au fait qu'il y avait 99% de Français dans la salle? Je plaisante. Et l'une des premières choses un des premiers éléments qu'on a repéré, c'était que en France, on parle d'un coaching d'organisation. À l'étranger, souvent, on parle de cultural change. Et il y en a un qui est le process et l'autre qui est le résultat. Et ça, déjà, c'est vachement intéressant. Mathilde, tu avais trouvé des éléments importants? Oui, en fait, on a travaillé sur les attributs du coaching d'organisation. On a travaillé à deux niveaux, un point de vue un peu plus théorique, pour finalement exprimer quelques spécificités de ce métier. On a parlé du fait que le coaching des organisations se pratique en équipe de coach, supervisée, dans un cadre multiréférentiel, souvent des interventions multiniveaux. Et de cet aspect théorique, on est parti sur des choses plus pragmatiques et opérationnelles, liées à nos expériences qu'on a partagées. Et il y avait une remarque intéressante liée au feedback que nous font les clients lorsqu'ils travaillent avec nous, avec des équipes françaises, ou en tout cas composées de Français. Et ils parlent de trois choses principalement. De notre capacité à rentrer en conflit et à vivre l'inconfort d'une forme de démocratie qu'on ouvrirait. Ils parlent aussi de la capacité à être plus flexible que ce qu'ils ne pensaient, et donc notre capacité d'adaptation et de travail sur l'émergence. Et puis finalement, il parle de notre ouverture, parfois plus grande qu'imaginée dans les croyances ou les stéréotypes que les gens peuvent avoir les uns sur les autres. Et donc ces pratiques à l'international qui nous ont permis de découvrir que peut-être les Français avaient leur style dans le coaching des organisations. Comment se joue la différence culturelle dans les transformations auxquelles vous avez pu participer? En fait, on a passé un peu de temps avec les autres participants à déchiffrer ce qu'était une différence culturelle. Et on a bien insisté sur le fait qu'il fallait prendre en compte non seulement la différence géographique, la première qui vient à l'esprit, dans votre question, existe-t-il un coaching à la française, mais aussi la culture métier, la culture du type d'organisation dont on provient, fonction publique, secteur privé, de genre, et on l'a vu tout à l'heure avec l'intervention de la patronne de Citadium, évidemment générationnelle. Et tout ceci fait une mosaïque extrêmement riche et intéressante, mais il n'y a pas une des dimensions ou un des aspects qui prévaut sur l'autre. Donc ce serait une erreur de considérer uniquement les différences géographiques. On a travaillé sur des stéréotypes, mais c'est une bonne chose de se dire que tous les Français, bien entendu, ont une baguette et un béret. C'est pas vrai. Mais de savoir ce que les autres, en termes anthropologiques, disent sur nous, ça nous permet d'adhérer ou de nous affranchir sur ce stéréotype et de travailler à partir de quelque chose, que ce soit en tant que coach ou en tant que personne qu'on accompagne. Et donc, faire travailler les gens sur ces différences a au moins autant d'importance, comme le disait Mathilde, que faire travailler les coachs eux-mêmes sur leurs propres stéréotypes et leurs propres représentations, ce qui permet de créer des programmes assez forts. Un dernier élément, on a identifié trois sujets sur lesquels il y aurait, à notre avis, des spécificités françaises sur lesquelles on devrait acculturer nos collègues étrangers quand on fait des équipes pluriculturelles. La première, c'est la culture de l'organisation. On a chez nous un sens de ce qu'on appelle le power distance en anglais, un sens assez pyramidal qui peut amener à des comportements vus de l'extérieur d'une certaine soumission à l'autorité, d'un légalisme qui est amené par l'école ou par les galons et pas par ce qu'on sait faire, ou même par une demande de contrôle ou de subordination de la part du RH qui nous demande un programme, qui n'est pas du tout la même chose que la collaboration qu'on peut voir dans d'autres systèmes plus internationaux où il nous est demandé d'intervenir. Le deuxième élément, c'est la culture d'ingénieur très forte. Les X, Epon, etc. gèrent encore une bonne partie du pays. Et donc, la culture de réflexivité est très entachée par ceci, en plus du thèse, antithèse, synthèse qu'on a tous appris depuis qu'on est petit. Et nous avons, nous, une façon de traiter les problèmes qui n'est complète et satisfaisante
donc traiter les problèmes et accepter un changement, que si on a bien envisagé le problème, son contraire et une synthèse. Et tant qu'on n'a pas discuté, on n'est pas capable d'accepter un changement. Il y a des tas d'autres cultures dans lesquelles on est enseigné différemment quand on est môme, mais c'est pas ça qui arrive. Et enfin, une attention particulière à l'implicite. On n'est pas la seule culture à avoir de l'implicite, mais vous voyez ce que je veux dire. Et nous, on voit ce qu'on veut dire, et les autres, pas du tout. C'est très intéressant. Alors, la cravate britannique aussi est implicite, mais nous, on est quand même vachement spécialistes de ça. Et du coup, faire émerger des choses, un peu comme ce que disaient les collègues tout à l'heure, des souffrances, des non-dits, est un travail vraiment important et qui n'arrive pas toujours dans d'autres cultures. Oui, donc pour conclure un peu en synthèse des ateliers qui ont eu lieu avec les différents participants, il y a des éléments très forts pour compléter toutes ces approches-là qui sont venus renforcer la nécessité de pratiquer une approche de design dédiée, spécifique à l'accompagnement, organisation par organisation, et que la capacité d'architecture, la capacité de co-design en fait en équipe de coach était un des fondamentaux aussi du métier. Et donc on s'est demandé si c'était l'équipe de coach qui favorisait le design ou si l'organisation et sa nécessité d'accompagnement favorisaient l'équipe de coach qui créerait le design. Donc voilà, on a terminé sur ces questions-là et sur les attributs de ce métier.